Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de l'ACM, de l'analyse des correspondances multiples. Voilà, le support de cours est là. On parle aussi d'AFCM, analyse factorielle des correspondances multiples, voilà, en utilisant le logiciel Orange Data Mining. Voilà. J'en parle beaucoup en ce moment, en Orange Data Mining. Voilà, on peut le voir là sur mon site. J'arrête pas de l'explorer. Oui, d'accord, j'en ai fait plein de choses là-dessus. Je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. Voilà. Alors, si on revient sur l'ACM, très rapidement, c'est une technique, on peut le voir comme le pendant de l'ACP, voilà, pour les données catégorielles, quand les variables sont toutes catégorielles. Alors bon, c'est vrai que à l'ère de deep learning, des LLM, de tout ce que tu veux, tout ça, on se dit mais est-ce que ces techniques-là, on se pose des questions. Mais attends, faut connaître les bases, hein. Avant de savoir courir, il faut savoir marcher déjà. Ce serait pas mal, hein. Voilà. Et justement, comme en début d'année, les étudiants se posent des questions, moi je vais sur les sites de référence, hein. Là, j'aurais pu aller sur Coursera, hein, mais là je vais sur DataCamp, voilà, et top 10 machine learning, voilà, très bien. Il y a les différentes familles de méthodes de machine learning, hein, voilà, voilà. Et pour ce qui est des méthodes supervisées, bon, on a les méthodes très classiques, hein. Ils sont là, linéaire régression, décision de prise, voilà. Demain, je vais faire la régression logistique avec mes étudiants, voilà. Et pour ce qui est non supervisé, il y a les méthodes de clustering et notamment les méthodes de réduction de dimension. Alors là, il parle de l'ACP parce que les variables sont quantitatives, mais si les variables sont toutes qualitatives, catégorielles, là, c'est l'ACM, hein. Donc c'est comme ça qu'on peut voir cette technique-là. Alors, le support de cours, il est là. Il est accessible sur mon site, enfin, quand ça remarchera, hein. Voilà. Mais sinon, voilà, vous avez le livre qui est là également. Il y a un chapitre qui est dédié à l'ACM. Voilà. Donc, le livre, il est là. Voilà. Et là, pour le coup, il sera toujours accessible. On n'est pas, voilà, ça marchera toujours, hein. Donc, il est là, hein. Il fait quelques pages, 402 pages. Vous voyez ici, hein. Voilà. Donc, je détaille les différentes techniques et je remontre la mise en œuvre sous Python. Mm, mm. Mais bon, on peut voir d'autres outils également, hein. Voilà, l'ACM, voilà, d'autres outils. Très bien. Alors, remettons tout ça en perspective. En début d'année, je fais des remises à niveau pour mes étudiants. Bon, là, on est à la quatrième semaine, là, ça y est, on a versé je les assomme à coups de python, là, maintenant. Mais bon, au tout début, hein, les deux premières semaines, comme le niveau est encore un peu hétérogène, là, ça va, hein, ils ont un niveau d'expertise très élevé maintenant, mais au début, non. Du coup, j'utilise plutôt des outils no-code. Voilà. Alors, j'aurais pu utiliser Tanagra, mais bon, la plupart du temps, j'utilise plutôt Dime, en fait, qui me permet de faire la chaîne complète. Surtout que dans Dime, il y a aussi des fonctionnalités, en fait, enfin, de manipulation de données, hein, des ETL, si vous voulez, qui me paraissent intéressants. Donc voilà, notamment également le déploiement des modèles avec le format PMML, hein, qui est un format XML qui est adapté au modèle, à la description des modèles. Très bien, donc je veux qu'ils exportent ça. Mais je veux pas qu'ils soient prisonniers des outils, donc c'est pour ça que depuis quelque temps là, j'y vais vraiment à fond. J'y vais vraiment à fond sur Orange, voilà. Comme ça, tout ce que je fais avec eux, ils pourront le reproduire sur Orange. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée, hein. On voit des choses ensemble. Ce qu'on fait en salle de cours, c'est bien, hein, c'est pas mal. On travaille énormément, ça, n'ayez aucun doute là-dessus. Mais ça suffit pas. Voilà, il faut absolument qu'ils puissent faire du travail personnel et notamment, et j'essaie justement de compléter ça en fournissant des vidéos qui leur permettent d'aller plus loin. Voilà. Orange, c'est un excellent outil. Orange Data Mining, c'est un excellent outil, hein, que je connais depuis une vingtaine d'années maintenant. Eux-mêmes ont leur propre chaîne vidéo, là, chaîne YouTube, voilà, avec tous les éléments très intéressants. Vraiment très intéressants. Je vous conseille de regarder. Voilà. Alors, du coup, là, donc, on va parler de la CM, voilà. Et il y aura un ça va être moins facile que prévu. Alors pourquoi? Parce que dans le monde anglo-saxon, ils n'ont pas la même vision que nous, hein. On est plutôt dans l'école française d'analyse des données, donc les enfants, des ouvrages très célèbres, hein. Donc les ouvrages de Saporta, de Tuferi, de Tenenos, de Didet, enfin voilà, qui font de Lebar aussi, voilà, des ouvrages qui font référence. Et il y a une vision de l'analyse ou bien de Jérôme Pagès aussi, hein, voilà. Enfin, je vais pas tous les citer, hein. Mais bon, c'est ce qui me
vient à l'esprit là. Voilà. Et il y a une école d'analyse des données à la française qui est pas toujours la même que les anglo-saxons. Et justement, par exemple, si je prends la CM, chez les anglo-saxons, généralement, ce qu'ils mettent en avant, c'est l'analyse des modalités, tout simplement les proximités entre les modalités. Mais ils traitent pas des individus. Les individus sont anonymes. Ce qui n'est pas le cas dans l'école française où là, on a cette double vision-là, à la fois des modalités et des individus. Et il est tout à fait licite d'ailleurs de les projeter dans le même repère factoriel. Hein, parce qu'il y a une équivalence, il y a une équivalence. On peut passer des coordonnées des modalités aux coordonnées des individus et inversement. Il y a ce passage-là. Voilà. Donc cette dualité-là est importante. Et dans Orange Data Mining, elle y est pas. Elle y est pas. Alors du coup, je me suis posé la question. J'ai regardé, hein, il y a quand même, on trouve des tutos hein, sur Internet. Regardez, vous faites une recherche sur YouTube, sur Google, vous trouvez des tutos. Et j'ai trouvé ça extrêmement décevant. Donc, à un moment donné, je me suis dit, je vais laisser tomber, mais non, c'est pas du tout le genre de la maison. Du coup, je me suis dit, mais comment je peux le faire, tout simplement? Et donc, j'ai repris le cours, tout simplement, et j'ai regardé comment je peux le faire. Et c'est tout à fait possible. Donc, la grande originalité de cette vidéo, c'est que je vais faire de l'ACM sous Word Data Mining. Normalement, on s'arrête à l'analyse des variables, modalités, tout simplement. Ben, je vais montrer que c'est possible, hein, de continuer jusqu'à la projection des individus dans le repère factoriel, avec quelques contorsions. Il y aura du Python à faire, hein. Je vous le dis tout de suite, hein, et je montre un peu le code là, il y aura du Python à faire. Mais bon, non, c'est pour ça qu'il faut être multitâche, hein. Moi, en tous les cas, j'ai toujours été très attaché à ça. Je ne veux pas que les étudiants soient prisonniers d'un outil. Donc, il faut absolument qu'ils soient capables de jongler différents outils. Et dans Orange Data Mining, il y a l'outil Python Script qui nous permet de coder en Python et de l'intégrer dans le workflow. Ah, on va l'utiliser en long, large, en travers. Bien, après ce long préambule là, allons-y, je démarre Orange. Avant de démarrer Orange, bien sûr, voyons les données hein, très rapidement. J'utilise les fameuses races canines. Hein. Voilà, c'est une donnée qui est extrêmement connue. Voilà, je l'ouvre ici. On a des chiens, des canidés qui sont là. Hein, voilà, et on a différentes caractéristiques la taille, le poids, la vélocité, ainsi de suite. Et on a une variable illustrative. Là, c'est la fonction. Voilà. Donc l'idée, c'est que on va se baser sur ces variables actives là pour projeter les différents animaux dans un repère factoriel, voir les caractéristiques qui les différencient ou qui les associent. Et ensuite, on va voir si on peut cette représentation-là permet de distinguer les différentes fonctions associées aux chiens. Hein. Certains sont des chiens de chasse, d'autres sont des chiens de compagnie, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, c'est ça l'idée. Alors ça y est, j'ai lancé Orange Data Mining, je fais un nouveau workflow. Boum, voilà. Première étape toujours, importer les données. C'est ce que je fais ici. Voilà, il lit pas les fichiers Excel. Donc moi, je vais ouvrir le fichier CSV qui est là. Alors vous remarquez un petit quelque chose là, j'ai préparé du code R. Pourquoi? Parce que les résultats sont pas exactement les mêmes. Donc on va falloir un peu se méfier de ça. Hein. Alors c'est un peu se méfier de ça. Hein. Donc voilà. Donc j'ai préparé du code R ici et le RStudio il est là. Voilà. Donc comme ça, on pourra vérifier si nos calculs sont corrects ou pas. Et qu'est-ce qui différencie nos résultats avec là-bas, là, j'ai utilisé Factominer, hein. Sous R, c'est quand même une des librairies qui fait référence. Il y a DE4 aussi. Voilà. Et on pourra vérifier, comparer les résultats. C'est ça l'idée. Alors, voilà. J'ouvre. Très bien. Et voilà. Donc, le séparateur de colonnes pour le fichier CSV que j'ai, c'est semi-colonne, point virgule. Voilà. Et on a les données ici. Sachant que on a deux métavariables, chien, hein, qui est l'étiquette, simplement le label associé à chaque individu, et la fonction qui est là. Bien, une fois que c'est ça, ah, je sauvegarde ça et je l'appelle Orange, voilà, ACM. Boum, très bien. Alors, première chose à faire toujours, je vérifie que tout s'est bien passé. Donc, je mets un data table là, je visualise les données, il a bien fonctionné. On le voit bien ici, hein. Nickel. Alors, il faut que je lui dise que les variables actives, c'est taille jusqu'à agressivité, et que fonction et chien sont des métavariables, des variables illustratives, si vous voulez. Sachant que chien, c'est plus que ça. C'est une étiquette, en fait. C'est un label. Voilà. Donc, c'est le rôle de select columns. C'est ce que je fais ici. Voilà. Tac. Et je lui dis bien, mais je l'ai fait avant, bien sûr. Hein. Là, on a bien les variables actives. Et les métavariables, c'est chien, le label, hein, le nom des chiens. Voilà. Et la fonction qui est là. Bien. OK. Une fois que c'est bon, ça. Alors, on peut revérifier, hein. Je revérifie si tout est bien compris comme il faut. Effectivement, regardez maintenant, il les a déplacés, chien et fonction, il les a mis en grisé pour dire que c'est des métavariables.
variable illustrative, si vous voulez. Hein. Voilà, et là, les variables actives. Donc, tout a été bien compris. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va faire l'analyse des correspondances. Donc, c'est ce que je suis allé le voir ici. Hein. En fait, en regardant, j'ai regardé en détail ce qui était disponible, là, voilà, et j'ai vu correspondance analysis. Donc, je me suis dit, ah, bah tiens. Donc, j'ai regardé, hein, je l'ai mis là, j'ouvre, et bon, il n'y a rien, bien sûr, hein, mais je suis allé voir l'aide. Je suis allé voir l'aide. Bon, l'aide est le succinct quand même, hein, voilà, voilà. Mais quand même, c'est intéressant parce que voilà, hein, il est similaire, mais voilà, très bien. Donc on voit bien hein, que la correspondance qu'il fait entre la CP avec toutes les variables actives quantitatives et la CM, toutes les variables actives sont qualitatives. Très bien. Donc je regarde un peu ça. Voilà, très bien. Donc il explique à peu près ce qu'on doit avoir. Ça tient bien. Voilà. Et bon, ok. Je vois déjà là, il y a des trucs qui me, j'ai pas les valeurs propres. Hein, on a uniquement les pourcentages qui sont affichés, tout ça. Et, très bien. Mais bon, pourquoi pas. Hein, voilà. Alors, je ferme ça, bien sûr, et je fais la connexion. Voilà. On a cet outil-là et on peut choisir les variables qu'on veut traiter. Voilà. Par exemple, je peux enlever les variables et tout ça, ainsi de suite. Bon, je prends toutes les variables. Voilà. Là, j'ai pris toutes les variables et il me dit que le pourcentage d'information sur le premier facteur, c'est 46,7%, et le pourcentage d'information sur le deuxième composante, le premier facteur, le pourcentage d'information sur le premier facteur, c'est 46,7%, et le pourcentage d'information sur le deuxième facteur, c'est 29,8%. Voilà. Alors bon, c'est un jeu de données que je connais très bien, qu'on connaît tous très bien. Les résultats, je les connais. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est pas ça habituellement. Hein. Voilà. Donc par acquis de conscience, voilà, j'ai lancé R. Hmm. Et j'ai lancé l'analyse sous R. Donc, allons-y, hein, voilà, je charge les données, j'affiche, voilà, je vire les variables, voilà, donc j'ai enlevé chien et j'ai enlevé fonction, voilà, et j'utilise factominer. Très bien, et ben oui, de référence, il en est. Voilà, il me donne ce résultat. Alors là, c'est des rapports de corrélation, là, donc c'est pas plus intéressant. Voilà, ce qui est intéressant, c'est ça. On a les coordonnées, hein, donc je vois bien, hein, point plus plus, regardez bien là. Voilà, pas plus plus. Alors, le signe des valeurs propres qui sont calculées peuvent être inversés. Et ça perturbe toujours les étudiants. Mais en réalité, c'est les positions relatives qui sont importantes. Hein. C'est ça qu'il faut voir. C'est juste un artefact dû à la librairie de calcul, tout simplement. Donc, il a changé de signe. Mais ça ne change pas les positions relatives. Hein. On est d'accord là-dessus. Et regardons les positions relatives. Il y a point moins qui est là, taille moins qui est là. OK, point moins, taille moins, vélocité moins est là. Plus loin à droite, lui c'est à gauche, mais ici c'est à droite, c'est poids plus plus, ainsi de suite. Et en bas, taille plus, véloce plus, poids plus, c'est un peu, ainsi de suite. Voilà. Donc les positions relatives sont respectées déjà. En revanche, quand je regarde les valeurs propres, je vais avoir des surprises. J'affiche les valeurs propres, boum, et il me dit, voilà les valeurs propres. Et quand on regarde les pourcentages, on n'a pas les mêmes. Ya! Et ça, j'aime pas. Bien sûr qu'on aime, personne n'aime ça, hein. On est bien d'accord. J'ai deux outils qui sont censés faire les mêmes calculs. Voilà. Là, j'ai 28% pour le premier facteur et 23 pour le deuxième. Et lui, Orange, il me donne 46% et 29%. Ben, ça me pose un sérieux problème, ça. Ça me pose réellement un sérieux problème. Alors bon, je connais Orange, depuis 20 ans j'avais dit, je connais bien leur travail, je sais qu'ils sont particulièrement sérieux, donc je me suis dit, ah, ils appréhendent le problème d'une manière différente, tout simplement. Donc j'ai regardé la doc. Donc je suis allé sur leur site, hein. Ouh là là, j'ai un peu regardé, vous figurez-vous, et au bout d'un moment, j'ai fini par comprendre en fait qu'ils travaillent à partir d'un tableau de Burt. Voilà. Et non pas à partir de la matrice donc à partir du tableau des indicatrices, hein, des valeurs 0,1. Ah ben du coup, ça change ça. Hein. Si je reviens dans le cours, regardez, je reviens dans le cours, et dans le cours, justement, j'explique qu'il y a différentes manières d'appréhender le problème. Hein, donc là, c'est, voilà. Bah, alors, il y a un élément là, donc la position du problème, il est là, hein, mais bon, l'ACP sur des variables catégorielles, c'est une bonne manière de voir les choses. Mais il y a différentes manières d'appréhender le problème, justement, c'est ce que j'explique ici. Donc, attends, voilà, sur les calculs. Un,
déjà, on peut travailler à partir donc des indicatrices, ce qui est plutôt la culture dans les livres en français. Mais eux, ils sont passés sur un autre aspect. Ils sont partis sur un tableau de Burt. Hein. C'est en lisant la doc que j'ai vu ça. Je me suis rendu compte qu'ils sont partis à partir du tableau de Burt. Et du coup, voilà, et avec les redondances associées au tableau de Burt, hein, on est bien d'accord là-dessus. Mais du coup, les résultats sont différents. Donc, nous, on a ces valeurs propres-ci habituellement fournies par FactoMiner, par exemple, hein, et lui, ce qu'il nous fournit, c'est mu H. Hein. C'est une autre valeur. Donc, si je mets ces valeurs propres en fait au carré, voilà, et que que je divise par la somme, je dois trouver les mêmes valeurs que Orange Data Mining. C'était ça le truc. C'est ça, hein, on voit bien ici. Allons-y. C'est ce que j'ai fait justement. Donc je vais récupérer les valeurs propres, VP, voilà, C, res, et I, parce que j'ai mis dans variable res, hein, et je récupère la première colonne. Voilà. Voilà les valeurs propres. Donc, qu'est-ce que je vais les passer au carré, hein, donc VP 2 est égal à VP au carré. Voilà, VP2. Et si je fais la somme divisée, enfin, si je fais le VP2 divisé par la somme de VP2, voilà, au carré, hein, je dois trouver ces valeurs-là. 46,7, allons-y. Allons-y, VP2, eh ben, 2 divisé par somme de VP2. Et on a bien 46,7. Voilà, 46,7 pour le facteur 1 et 29,8 pour le facteur 2. Moralité, Orange Tatamani calcule juste, au cas où on ne sait jamais, hein, voilà, il aura tout à fait juste, mais il appréhende le problème d'une manière différente, en utilisant le tableau de Burt, hein, qui est différent de notre culture à nous. C'est juste ça. Et donc, ça marche très bien. Et les positions relatives sont tout à fait respectées. Rappelez-vous, hein, j'avais montré les positions relatives ici, et c'est tout à... Bon, les couleurs, c'est juste pour les mêmes variables. Vous avez vu, hein, taille est tout mis en bleu, vélocité est mis en vert, voilà, pour qu'on distingue voilà. Très bien. Donc, ça marche très bien, et donc, on a bien les bons résultats. Là où je me suis cassé les dents, donc j'ai essayé de voir les résultats. Donc, est-ce qu'il y a des informations supplémentaires à la sortie ici? Donc, j'ai pris un data table, tout simplement, hein, voilà. Et j'ai essayé de voir les différentes informations possibles. Voilà. Et en fait, il n'y a que les coordonnées. Il n'y a que les coordonnées. Les coordonnées des modalités. C'est tout. Hein. Donc, on a bien ici les variables, les modalités associées aux variables et les coordonnées des modalités. Ah, c'est super embêtant, ça, hein. Et si je vois et si je vais voir les positions relatives des chiens dans l'espace de représentation, comment je vais faire ça? C'est quand même embêtant, ça, hein. Si je veux avoir ce genre de choses. Alors bon, je vais le montrer ici. Là, on a les coordonnées des individus, hein. Voilà. Et si on prend les deux premiers facteurs, voilà les coordonnées des individus. Et du coup, j'aimerais pouvoir faire ce type de graphique-là. Voilà. Pour voir les positions relatives des chiens et de pouvoir mettre en relation ces positions relatives avec les positions des caractéristiques. Hein. Comment je peux obtenir ce type de graphique-là? Hein. C'était une vraie question. J'ai cherché un peu. Il n'y a pas de solution directe. Hein. J'ai fait chauffer et Google et ChatGPT. J'ai pas de chose. Et du coup, je me suis dit, je vais chercher par moi-même. Hein. Oui, c'est quand même bien, hein. Alors, du coup, j'ai regardé et je me suis rendu, je me rappelle du cours, hein. Bon, le cours, c'est pas un cours que je fais tout le temps, mais bon, j'ai quand même de bons souvenirs, si vous voulez. Et je me rappelle qu'il y a une formule de passage. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire une représentation simultanée des individus et des modalités dans l'espace de représentation parce qu'il y a des formules de passage. Et la formule de passage, elle est là notamment. Le G, là, c'est la position des modalités dans le repère factoriel. Très bien. Et pour obtenir la position des individus, le F, voilà la formule. Bon, je l'attaquerai rapidement, mais tout simplement, je prends la matrice des indicatrices, voilà, et je fais un produit, tout simplement matriciel avec les coordonnées des modalités. Et je trouve les coordonnées des individus, faire modulo, hein, les corrections ici, le nombre de variables, il y en a 6 pour nous, et la racine carrée des valeurs propres. Voilà. Alors, moi, dans mon calcul,
j'ai pris que la partie haute ici. Je dis tout le temps aux étudiants, quand on manipule des ratios, c'est toujours au numérateur qu'il faut regarder. En dessous, c'est juste un terme de normalisation. Ben, c'est bien le cas ici. Alors là, j'ai pris que la matrice des indicatrices que je vais former tout à l'heure et j'ai multiplié par les coordonnées des modalités qui sont fournies ici. Vous vous rappelez, hein, on a les coordonnées des modalités ici. Donc, j'ai pris que cette partie-là. Pourquoi? Parce que ici, on a juste un terme de normalisation et vous remarquerez que, en réalité, Orange fait un rescaling automatique. Donc j'ai beau changer les échelles en les mettant plus élargies, machin, en tenant compte de la dispersion associée au facteur, j'ai beau faire ça, ensuite lui quand je projette, bah, il fait un rescaling automatique. Voilà, donc ça sert à rien, ça sert absolument à rien. En réalité, ce qui est important, c'est de bien tenir compte de ces deux informations-là quand on regarde le graphique. Hein. Voilà. Là, il y a deux fois plus de dispersion, quasiment un peu moins. Hein. 1,7 fois plus de dispersion que sur l'abscisse que sur leurs données. C'est ça qu'il faut retenir. Parce que là, il n'y a pas d'outil, hein, pour changer automatiquement. Parce que c'est ce que je dis à mes étudiants également. Je leur dis, mais mettez les mêmes ranges, hein, min, max sur les abscisses ordonnées. Comme ça, quand vous projetez les éléments, visuellement, vous avez l'idée de la dispersion sans avoir à tenir compte des chiffres de pourcentage en bas et sur la gauche. Voilà. Mais là, c'est pas possible parce qu'il fait un rescaling automatique. Donc, pour le coup, il faut bien se rappeler que là, on a 46% et là, il est 29%. Et lui, il va s'arranger pour que les points min-max soient sur les bords du graphique. Donc, c'est à cause de ce rescaling automatique-là que je me suis dit, ça sert à rien de tenir compte du dénominateur, là, qui est juste un terme de normalisation. Je vais prendre que le numérateur. Je dis bien ça, hein, parce que je connais, et je sais comment ça les étudiants, ils vont regarder la vidéo et dire, ouais, mais monsieur, il manque quelque chose, hein. Dire, ouais, attends, je viens d'expliquer pourquoi je le fais. On est bien d'accord là-dessus. Bien. Alors, une fois qu'on a vu ça, du coup, alors, comment je vais former ça? Ça, je l'ai déjà. C'est ces informations-là, composante 1, composante 2. Ce que je n'ai pas, c'est la matrice donc des indicatrices. Je vais essayer de la manipuler. Alors, la matrice des indicatrices, je peux l'avoir avec Continuise. Là, j'ai cherché, hein. En fait, il fait du OneNote encoding. Donc, je le mets là, voilà. Et tout simplement, moi, ce que je veux, hein, c'est du OneNote encoding sur les variables actives. Voilà. Les 6 variables actives qui sont là. Alors, voyons ça, hein. Une fois qu'il a fait ça, je vais mettre un data table là pour vérifier qu'il le fait bien correctement. Et on le voit bien. Voilà. Un OneNote type plus, time moi et tout ça. Très bien. Autre aspect que j'ai vérifié que euh, que l'ordre est bien respecté. Putain, sinon, on est mal, hein. Taille plus, taille moins, taille moins, poids plus, voilà, et poids moins. Ensuite, vélo moins, ainsi de suite. Voilà. C'était important. Sinon, le produit matriciel, ça le fait pas du tout. On est d'accord là-dessus, hein. Donc, c'est très important de vérifier ça. On est d'accord, hein. Donc, il utilise bien le même process, hein, quand il va calculer ces différents éléments-là. Une fois que j'ai ça, alors, ce que je dois faire, c'est récupérer la matrice des indicatrices, voilà, le XIK là, et je vais faire un produit matriciel avec les coordonnées des variables pour avoir les coordonnées des individus. C'est ça, hein. Je vais utiliser le XIK, j'ai fait un produit matriciel avec le GK pour obtenir le F qui est les coordonnées des individus, hein, des chiens, si vous voulez. Alors j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Et finalement, je me suis dit, je vais utiliser l'outil Python Script, qui est génial. Hein, voilà. J'ai pris Python Script. Ça va, Python, j'arrive à me débrouiller. Hein, donc, je dois pouvoir m'en sortir. Hein, voilà. Mais oui, oui, c'est des choses très importantes, ça. Hein. Il faut absolument qu'on ait ces compétences-là. Hein. On peut utiliser les outils no-code. Ça marche très bien jusqu'à un certain point. Et à un certain point, on est bloqué. Et là, on a bien besoin de savoir programmer, là. Du coup, qu'est-ce que je dois faire alors? Je récupère la matrice des indicatrices. Voilà. C'est bien les datas qui sont là, qui deviennent des datas ici. Et j'ai vu qu'il y a une ouverture avec objet. Donc, je vais prendre les coordonnées des modalités et je vais mettre là. Et je vais dire que c'est pas des datas, c'est des objets. Sinon, ils s'écrasent tous les deux. On est d'accord là-dessus, hein? Donc, les coordonnées des modalités, ça va être un objet. Donc, regardez maintenant. Ici, en entrée de mon Python script, j'ai ici la matrice des indicatrices et là, les coordonnées factorielles des modalités.
et je vais faire un produit matriciel pour avoir la coordonnée des individus. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Alors, il n'y a rien. Je vais copier-coller le code et on va le commenter ensemble. Voilà. Hop là, hop là. Regardons. Donc je vais commenter pas à pas, hein, parce qu'il faut absolument qu'on comprenne ce qui se passe. Alors, il m'a dit, on va faire un Python script, une fonction, Python script, qui prend deux éléments en entrée. Parce que j'ai fait deux connexions, là, vous avez vu, hein. J'ai mis une première connexion data et une qui sont les matrices donc des indicatrices, et une deuxième connexion, c'est les coordonnées qui deviennent un objet cette fois-ci. Les coordonnées factorielles des modalités. Donc, dans ma fonction là, en réalité, maintenant, il y a deux choses. Il y a, j'aurais dit ça, hein, il y a les données et l'objet. Alors, je prépare une série d'outils, mais bon. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, je récupère les X. Voilà, pour avoir les données codées 0,1. Je les mets sous forme de data frame. Très bien. Ensuite, je récupère les méta-informations, hein, de l'in-data. Bah oui, parce que les méta-informations, c'est quoi? C'est les différentes colonnes. Vous avez les deux colonnes. Un, chien, les labels des chiens, voilà. Et deux, c'est la fonction. Et il faut que je l'utilise par la suite quand je vais faire les graphiques. On est d'accord là-dessus. Très bien. Donc, je récupère ça. Ensuite, pour les coordonnées factorielles des modalités, je récupère maintenant dans la deuxième paramètre de la fonction. C'est inObject qui est là. Très bien, voilà. Et les deux là, je les mets en NumPy. Une fois que c'est un NumPy, alors, bah, qu'est-ce qui se fait? Bah, je fais le produit matriciel. J'applique exactement la formule qui est là. C'est cette formule-là que j'applique, juste le numérateur. J'ai pas pris le dénominateur pour les raisons que j'ai explicitées tout à l'heure. Je vais pas revenir là-dessus, hein. Voilà. Très bien. Donc, à ce stade-là, à la ligne 20 de mon code Python, là, ça y est, j'ai les coordonnées factorielles des individus. Qu'est-ce qui se passe alors? Il faut que je prépare la sortie. Vous avez vu, hein? Il va retourner une série d'informations, dont les données. C'est tout ce que j'ai besoin, hein. J'ai besoin d'un jeu de données où il y a les deux métavariables et les coordonnées des individus dans le plan. Parce que j'ai pris que les deux premières coordonnées ici, hein. Rappelez-vous, hein? Là, les deux premières colonnes seulement. Donc, il faut préparer en fait la description des variables. Donc, je crée un domaine où il y a les deux composantes, facteur 1, facteur 2. Ensuite, ça c'est les variables actives, hein. Et parmi les métavariables, je reprends tout simplement la string variable chien, voilà, et je reprends la colonne fonction qui a avec, c'est un type factor, une sorte de type factor si vous voulez, avec ces modalités-là, dans l'ordre alphabétique. Très bien. Et du coup, je mets les données sous forme de liste. Donc là, je fais une boucle sur chaque ligne tout simplement. Je récupère d'une part les coordonnées, vous avez vu, hein. Ensuite, bah, les méta avec d'une part en colonne 0, c'est le label des chiens, le nom des chiens si vous voulez, hein, le modèle si vous voulez, si vous voulez. Et en deuxième colonne, c'est l'utilité. Et en sortie, je renvoie le domaine qui décrit euh, la conformation des données et les données observées qui est mis sous forme de liste ici. Là, je fais run. Ça a bien marché ici. Alors, vérifions alors si tout ça est vrai. Donc, vérifions tout ça est vrai. Donc, de nouveau, je prends un data table, voilà, et je le mets à la sortie du Python script. Boum. C'est bien le hot data hein, du Python script que je récupère et je le mets dans data ici. Alléluia! C'est pas mal, hein? Comme quoi, savoir programmer, quand même, ça sert, hein. On a bien le chien, hein, le modèle de chien, si vous voulez. Ici, on a la fonction et on a les coordonnées factorielles. Alors, c'est pas exactement les mêmes coordonnées factorielles que sous Factominer, on est d'accord, hein. Si je mets les coordonnées factorielles des individus, on n'a pas les mêmes valeurs là. Voilà. Mais à un facteur près correctif, ça serait pas mal de demander ça à l'examen, hein. À un facteur près correctif, en fait, on va bien retrouver ces valeurs. Voilà. Multiplié par quelque chose, hein. Voilà, pour obtenir ça. Enfin, quelque chose qui a un lien avec les valeurs propres. J'imagine, hein. Je dis ça, je dis rien. Mais à mon avis, oui, ça devrait jouer, hein. Voilà. Mais bon, je vous laisse chercher. Ce qui est important, en revanche, là, c'est très important, les positions relatives sont bien les mêmes. Les positions relatives sont bien les mêmes. C'est ça. Et c'est ça qui importe dans l'analyse factorielle. Alors, bah, du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah, je fais un scatterplot. Je fais un scatterplot, voilà, puisque j'ai que deux composantes, hein, voilà. Et je fais la connexion ici. C'est bien les données en sortie que je récupère et je le mets en data ici.
Voilà. Oula. Hop là. Je fais une petite sauvegarde. Voilà. Ah, non, c'est pas ça que je voulais. Et voilà, le fameux graphique. Alors, si je mets rien au départ, voilà, on a les points qui sont là. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait une visibilité sur les animaux, on est d'accord, hein. Je mets ça un peu à gauche parce que sinon, ça va m'embêter quand je vais vouloir tout afficher là. Voilà. Donc, voilà. Si je mets rien, on a ici les chiens. On est d'accord là-dessus. Bon, je vais mettre les labels. Donc, je mets chien. Voilà, ici. Alors, il y en a quand même pas mal qui s'écrasent, hein, mais bon, on a bien les différents éléments ici. Hein, voilà. Alors, on peut mettre du JTER. Si ça vous embête, là, vous mettez un petit JTER, là, pour que, éviter qu'il s'écrase. Hein, c'est une possibilité. Mais bon, c'est pas ça l'enjeu. Voilà. Une fois qu'on a ça, on peut aussi réduire un peu, hein. Je fais avec la molette de la souris, tout simplement. Voilà. Qu'ils soient tous, voilà. Très bien. Alors, hop là, un tout petit peu avec, bon, très bien. Alors ensuite, maintenant, une fois qu'on a les positions relatives des chiens, alors si on connaît un peu les chiens, j'imagine qu'il y a des proximités qui nous paraissent importantes. Hein. Généralement, dans l'analyse factorielle, c'est sur les côtés hein, que les associations, que les proximités sont intéressantes parce que c'est là qu'il y a les cosinus carrés élevés, donc les points sont bien représentés. Du coup, on peut bien voir ce qui se passe. Alors, je regarde ça, voilà. Maintenant, si je colorie les points en fonction de leur fonction, hein, de fonction des chiens, hein, voilà, on voit bien ici. Là, on a les mastifs, dogs, Terre-Neuve et tout ça. Là, bah là, j'ai l'impression que c'est des petits chouins, un chihuahua pékinois, voilà. Voilà, c'est plus des chiens de compagnie par là, voilà. Et là, il y a une discrimination moins forte hein, entre les chiens d'utilité et les chiens de chasse. Voilà, ici. Alors, ce graphique-là, on peut le mettre dans le même repère que celui-ci. Voilà. Mais nous, ici, en réalité, on va réagir sous forme simplement de direction. Direction. Voilà. On a ce graphique-là, voilà, et ce graphique-là, voilà. Et on peut les lire ensemble. On peut même les mélanger en même temps, mais bon, je le fais pas ici parce que c'est pas possible avec cet outil. Je ne sais pas comment le faire. Ce serait un exercice intéressant d'ailleurs. Hein. Voilà. Mais bon, donc on voit bien hein, que par là, dans la zone nord-ouest là, voilà, c'est plus petit, taille, voilà, et léger. Voilà. Et on a Pékinois, Chihuahua, ainsi de suite, plutôt par là. Là, c'est plus les gros chiens, voilà, pas très affectueux visiblement, qui sont véloces et qui sont grands. Voilà. Donc c'est plutôt dans cette zone-ci. Voilà. Et l'intérêt, c'est là, hein, c'est qu'on a cette double lecture-là. Si on a une expertise sur les chiens, si on connaît bien les chiens, ben on voit les caractéristiques et puis on peut les associer avec ça. Alors je me suis dit, mais j'avais dit hein, que j'avais fait juste un produit matriciel et que j'ai pas appliqué les termes de normalisation en disant parce qu'il fait une mise à l'échelle automatique là. Donc ça sert à rien de s'énerver à normaliser puisqu'en fait il va enlever la normalisation pour faire sa mise à l'échelle. Hein. Voilà. En tenant compte que là on a 49%, 46%, voilà, et là 29%. Donc ça donne, c'est ça qui est important pour avoir une idée de la dispersion. Et je me suis dit, mais est-ce que je retrouve bien ce graphique-là sous R avec Factominer? Donc c'est ce que j'ai fait ici. Voilà. J'ai refait le plot, voilà, en mettant la couleur en fonction de la fonction. Voilà. Hop là. Et alors, j'ai mis des signes négatifs hein, pour qu'ils matchent, sinon ils auraient été de l'autre côté. Je sais très bien que ça embête tout le monde. Voilà. Et on a bien les différents graphiques là. C'est pas mal, hein? Ah, je suis très content de moi. Non, mais c'est vrai, quoi. On voit bien, hein. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, disait un philosophe qui a compris, qui a tout compris. Hein. Là, je suis avec Factominer, voilà. Là, je suis avec Orange Data Mining, et on a bien les mêmes résultats, heureusement. Hein. C'est les positions relatives qui comptent encore une fois. Voilà. Ça, c'est un premier point important. Et le deuxième point important, c'est que donc, avec Orange Data Mining, nous avons la possibilité directement d'obtenir les positions relatives des modalités dans l'espace factoriel. Il fournit automatiquement ici des résultats qui sont un peu différents de nos habitudes parce qu'il travaille sur le tableau de BERT. Voilà. Ça, c'est un premier point. Et moyennant quelques contorsions que j'ai fait ici, hein, voilà, on a la possibilité quelques contorsions du code Python, hein, à la portée de tout le monde. Hein. À notre niveau, on n'a aucun problème avec ça, si vous voulez. Voilà.
Très bien. Moyennant un peu de code Python, on peut avoir les coordonnées factorielles des individus. Et on a bien cette dualité-là en termes de positionnement relatif des individus, qui est lisible pour ceux qui connaissent un peu le type de chien. Et on peut avoir des aides à l'interprétation de ces proximités-là en utilisant la cartographie des modalités. Exactement comme dans les outils usuels. Et bon, le seul enjeu était le codage Python ici, hein, mais on voit très bien que c'est tout à fait accessible. Voilà. Bah, excellent travail à tous. J'ai des excellentes idées là euh, de t'aider. Allez, excellent travail à tous.